Et salut à tous, salut à toutes. Bienvenue dans N1, le podcast NBA et WNBA. On se retrouve avec un nouveau contenu, évidemment. On enchaîne tous les jours quasiment depuis maintenant une semaine. Vous avez deux nouveaux podcasts, donc on vous remercie déjà d'être toujours à l'écoute. Et là, pour cet épisode, on va parler WNBA, évidemment, avec un épisode qui nous tient à cœur. Ça fait déjà quelques temps qu'on vous le tease un petit peu. Et là, on y est. Un focus sur toutes nos joueuses françaises qui vont être sur les terrains WNBA dans cette saison 2026. Et pour en parler, la même équipe depuis le début de la saison, Ricardo et Tom. Bonjour, messieurs. Salut Chris, salut Tom. Messieurs, bonjour. J'espère que, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, mes nuits se passent bien en ce moment. La WNBA arrive, papy fait de la résistance, tout ça, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes heureux, vous aussi, ou pas? Ah bah écoute, un peu en manque de sommeil, mais parce qu'il y a tellement de choses à voir et tellement de choses à regarder, et ce début de série de playoff en NBA est quand même assez palpitant, hyper intéressant. On s'est juste fait une grosse frayeur cette nuit avec Victor. On espère que ça va aller, que c'est plus de peur que de mal. Mais sinon, non, j'ai l'air très, très hypé par cette période. Ouais, carrément, carrément. Et la WNBA n'a pas encore démarré parce qu'après, on sait très bien que à partir du début mai, il y aura ce petit moment là où il y a du basket masculin nord-américain et du basket féminin en plus. Donc, il y aura de quoi faire. Est-ce que vous êtes prêts pour attaquer les... C'est ça, exactement. Est-ce que vous êtes prêts pour attaquer l'émission, messieurs, avec notre focus sur les joueuses, j'allais dire les joueuses de l'équipe de France, non, pas pour toutes, mais en tout cas, notre focus 100% bleu. On va vous parler dans cet épisode un petit peu, on a réfléchi à la façon d'aborder les différentes joueuses, les différents profils, les différentes personnalités de toutes ces joueuses et des équipes aussi dans lesquelles, évidemment, elles vont jouer dans cette saison 2026, on espère le plus possible. Et c'est vrai qu'on est parti sur un format un petit peu tier list. Vous connaissez maintenant l'exercice. Nous, on est habitué à le faire dans nos podcasts chez les hommes. On peut aussi le faire dans plein d'autres médias francophones sur le basket et dans d'autres domaines. Et donc, on va vous proposer 4 catégories, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, 4 catégories où on a essayé de classer un petit peu les joueuses. Alors, ça a été... il y a de la discussion sur certaines joueuses, vous verrez. Alors, dans la grande majorité, tout le monde est plutôt raccord, mais il y a 2-3 profils sur lesquels va pouvoir y avoir des discussions entre Ricardo et Tom. Ce sera toujours intéressant. Et même au-delà, même avec les joueuses sur lesquelles on est raccord sur les catégories, il y a quand même pas mal d'éléments à apporter. Les catégories qu'on va vous proposer dans ce podcast-là avant de démarrer, messieurs, on aura les top playeuses. Donc ça, c'est vraiment les joueuses les plus impactantes ou celles qui vont avoir le plus de temps de jeu, qui vont avoir le plus d'impact, du coup, dans les franchises dans lesquelles elles vont jouer cette année. Ensuite, on aura une deuxième catégorie dans les tier list, l'année de la confirmation. Tout est dit dans le titre, on va pas besoin de préciser un petit peu plus. Dans la troisième catégorie, on parlera des rookies. On en avait déjà un petit peu parlé dans les précédents podcasts WNBA, mais là, on fera un petit temps supplémentaire pour parler d'elles. Et ensuite, une dernière catégorie, un petit peu plus négative, mais voilà, il faut être objectif aussi dans notre vision des choses et des joueuses qui, sauf miracle, ne devraient pas ou très peu jouer. On est raccord là-dessus, tiens, Ricardo, sur ces catégories. Hein. Oui, on est raccord. Ça a fait l'objet de notre discussion hier soir, mais effectivement, on a vraiment déjà des joueuses qui vont découvrir la WNBA, qui sont sur des training camps et autres, et sur lesquels on se dit bon, il y a un peu moins de probabilité de les voir jouer dans la grande ligue que celles qu'on va évoquer sur les autres catégories. C'est ça. Donc, on rappelle du coup que les camps d'entraînement ont débuté. Ça a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, non? C'était dimanche ou quelque chose comme ça, non? Alors je crois que le Media Day est aujourd'hui. Ah, c'est En tout aujourd'hui, cas, dans d'accord. pas mal de franchises, il y a Media Day et après ça va partir sur les training camps. Mais je pense Ah, d'accord. qu'aujourd'hui, en tout cas, je suis sûr qu'au Fever aujourd'hui, c'est Media Day. Ok. Mais je pense que ça va être quasiment partout dans toutes les franchises. Bon, Généralement, ils ok. essayent de se coordonner et ensuite les training camps vont partir dans la foulée. Bon, en tout cas, j'avais pas chopé la bonne info. Donc, en tout cas, ça va arriver. Donc, ça sera l'occasion, évidemment, pour les franchises, pour les joueuses, pour les staffs de se retrouver, de commencer à travailler et aussi, du coup, d'évaluer et de prendre des positionnements. Alors, pour certaines joueuses, c'est acté, mais pour d'autres, on en parlera. Ce sera peut-être le moment aussi de se montrer. Est-ce qu'on est prêt? On y va? Avec grande impatience. Allez, c'est parti. Et on va commencer avec la première catégorie. On va être sur la catégorie des joueuses les plus impactantes, les top playeuses. Si je ne m'abuse, messieurs, nous avons 4 joueuses en commun et 2 joueuses en discussion. C'est ça, Thomas? Ouais, on va discuter. J'ai l'impression que ce numéro 23 nous fait souvent discuter.
Et je pense qu'il sera au cœur de cette discussion aussi. Absolument. Moi, ce que je vous propose, parce qu'on a quand même dans les 4 joueuses, on va dire, qui sont lock pour l'équipe, on a 3 joueuses qui sont du côté des Valkyries. Donc, on peut commencer par ça, si ça vous va. Ah, absolument. On peut partir là-dessus. Et ben moi, je vais vous laisser la main, messieurs. Donc, je vous laisse choisir. On a du Gabby Williams, on a du Janelle Salin, on a du Iliana Rupert. Eh ben tiens, bah allez Tom, je te laisse la main sur le début et petit ping-pong évidemment sur ces différentes joueuses qui pour nous en tout cas, on voit comme étant des joueuses qui vont avoir un impact clair immédiat sur la saison 2026 à venir pour leur franchise. Eh ben, écoute, je te propose et je vous propose qu'on commence par la joueuse peut-être tout en haut de notre classement, Madame Gabby Williams. Quand même, tout honneur et tout respect à cette grande joueuse qui est Gabi, qui nous avait sorti une très très belle saison l'année dernière avec Seattle, discussion sur la defensive player de l'année. Globalement, Gabi nous avait dit il y a à peu près une semaine, 10 jours, qu'elle avait 3 destinations phares pour rejoindre une équipe peut-être un peu plus compétitive pour cette nouvelle saison. Finalement, elle s'oriente vers Golden State. Je sais pas si sportivement, c'est l'équipe dans laquelle elle a le plus de chances de remporter quoi que ce soit. En revanche, ce qui est sûr, c'est que, et Ricardo, j'attends ta confirmation, je pense que ce sera limite la tête d'affiche de ce projet. Gabby Williams, 29 ans, joueuse élite, joueuse internationale bien évidemment avec l'équipe de France, capable des deux côtés du terrain, élite défensive bien évidemment, mais qui est capable aussi de créer, on l'a vu nous aussi en tant que Français qu'elle est capable de scorer un petit peu dans toutes les positions. Donc assez content finalement, et tu sens que c'est le choix de la maturité. Elle a signé un très gros contrat mérité, reconnaissance aussi pour sa carrière. Et là tu sens quand même qu'elle arrive dans une équipe donc draft d'expansion l'année dernière, les Valkyries, qui nous a sorti une saison juste merveilleuse, plus qu'inattendue, et qui rejoint un collectif avec plusieurs Françaises. Peut-être que ça aussi ça a pesé dans la balance pour le choix. En tout cas, Gabby Williams, moi c'est l'une des joueuses que je vais potentiellement le plus suivre cette saison, que ce soit français ou pas français d'ailleurs. Je suis un grand fan de Gabby, donc j'aimerais pour elle que de l'avoir passé peut-être ce dernier step et devenir, allez quoi, une quasi superstar de cette ligue quoi. Ouais, alors honnêtement, là, on a tout le potentiel. Je pense que son choix d'aller aux Valkyries, c'est justement pour pouvoir être l'image de la franchise, incarner la franchise. Comme tu l'as dit, c'est une super joueuse. Déjà, c'est une super coéquipière. On le sait, on a des retours de gens qui la connaissent bien, qui la côtoient. Elle a une super mentalité. Quand elle est sur le terrain, elle se donne à fond. Elle se donne à fond pour l'équipe. Qu'elle soit utilisée sur le poste 2, sur le poste 3, il y a pas de souci. C'est une nana qui est, comme tu l'as dit, c'est une super défenseuse. Elle a été, elle a été quand même dans la All Team défensive. On peut dire que sur les postes arrière, elle est dans les 2 meilleurs défenseurs de la WNBA déjà aujourd'hui. Clairement. Elle est polyvalente, elle peut défendre quasiment sur les postes de 1 à 4. Elle sait lire le jeu, elle fait des interceptions, elle est capable d'attaquer le cercle, elle est capable de shooter à l'extérieur. C'est une joueuse hyper complète, et surtout, je pense que pour une franchise comme Golden State, qui a, alors, je vous le dis tout de suite, messieurs, hein, c'est mon coup de cœur de l'année. Je vais les suivre, je vais les regarder. J'ai adoré ce qu'ils ont fait l'année dernière. J'aime bien ce qu'ils sont en train de mettre en place cette année. Je pense que dans l'incarnation de la franchise, c'est la bonne joueuse justement pour incarner cette franchise-là. En plus, elle arrive dans une équipe où elle va être bien coachée, parce que ça c'est important aussi. Hein. J'ai Nathalie Nakassé, c'est le coach de l'année 2025. Elle sait faire jouer ses joueurs, et je pense qu'en plus, Gabi, elle a vraiment un style de jeu qui rentre complètement et qui convient parfaitement au style de jeu des Valkyries. Donc pour moi, le fit il est parfait. Bon, ok. Moi, je vous propose qu'on enchaîne. Comme ça, on a quand même pas mal de joueuses à aborder. Ça va permettre non plus de pas rester non plus trop longtemps sur un profil, mais de pouvoir proposer aux auditeurs auditrices d'avoir un brassage le plus complet possible des différentes joueuses. On va rester du côté des Valkyries, comme on disait. Donc, on a parlé de Gabby Williams. On a 2 autres Françaises qu'on a classées haut dans notre tier list des joueuses les plus impactantes, en tout cas du côté des Bleus.
On a Janelle Salin, Ricardo, on va te laisser la main, on va continuer le ping-pong. Janelle Salin qui était déjà donc aux Valkyries par Oui. rapport à Gabby Williams, qui a été dans la All Rookie Team pour sa première saison, donc joueuse aussi qui a tout de suite montré son impact sur les parquets. Oui, ouais, absolument. Elle a signé un contrat pluriannuel d'un demi-million de dollars. Donc c'est une belle reconnaissance pour elle, une belle reconnaissance de ce qu'elle a apporté aux Valkyries l'année dernière. C'est une super joueuse. Pareil, c'est une joueuse qui est capable de jouer sur plusieurs postes. Elle joue 3, elle joue 4. Oublions pas que l'année dernière, comme il y avait il y avait un peu de manque sur le poste de pivot, elle a même joué en poste 5 aux Valkyries. Elle est agressive. Elle a un bon tir à mi-distance qu'elle a perfectionné et qu'elle est en train de compléter. Elle améliore ses pourcentages. Elle améliore aussi son volume à 3 points. Il y a du leadership. Elle est présente au rebond. Voilà, c'est une joueuse qui fait 1m88, 1m90, mais qui a quand même une grande vivacité. Elle est titulaire chez les Bleus. C'est une joueuse qui est en train de s'affirmer et qui vraiment prend de plus en plus de place, que ça soit dans l'effectif des Valkyries ou dans l'effectif de l'équipe de France. Donc moi, je la projette dans le 5 de départ des Valkyries avec Gabi. Et je pense que sa saison cette année sera encore meilleure que la saison l'année dernière en WNBA parce que elle a vu, elle a regardé, elle a appris. Et comme c'est quelqu'un qui apprend beaucoup et qui est capable de mettre en place les choses qu'elle a apprises, j'attends une grande saison de Janelle Salin. Je sais pas ce que tu en penses, Tom. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est l'une des pépites de notre génération de 2001, parce que c'est pas la seule canne de cette génération pour le basket français. Moi, je m'appuie sur surtout ta dernière phrase qui est qu'elle est en constante progression. Mm. Dans la régularité de ses choix offensifs, de ses shoots, tu sens qu'elle a pris confiance, qu'elle comprend le jeu, qu'elle comprend le tempo petit à petit. Elle a quand même claqué plus de 3 matchs à plus de 20 points la saison dernière, Ouais. ce qui est quand même pas ridicule. Avec une régularité au scoring, une belle, si je dis pas de bêtises, une belle régularité aussi sur les matchs à plus de 10 points. Euh, dans cette équipe-là, et c'est là aussi où l'impact de Gabby Williams sera hyper important, c'est que on va retrouver aussi avec Iliana Rupert, dont on va parler juste après, une espèce de cohésion. Ces joueuses se connaissent, ça fait des années qu'elles jouent ensemble, notamment Iliana qui est aussi une autre joueuse de 2001. Donc il y a déjà des mécanismes et des automatismes dans leur jeu, dans leur déplacement qui vont être fluides. Donc c'est pour ça que je te rejoins aussi Ricardo, je pense qu'elle sera dans le 5 majeur. J'attends de la progression défensive, ça c'est une évidence. Mais par contre, si d'ores et déjà, dès sa deuxième saison, elle arrive à stabiliser et à tourner, tu vois, allez, on peut être quoi? On peut être ambitieux, on peut l'envisager. L'année dernière, elle tournait à 11,3 points. On peut essayer de l'envisager à entre 13 et 14 points de moyenne cette saison. Ouais, Ça c'est peut ça. être OK. Si elle tourne à 15 points, ouais, on Ce sera serait bien. une super saison. Ouais. Ouais. Donc non, beaucoup de progression, beaucoup de talent dans la famille Salin. Ouais. On va pas se le cacher. Donc non, ça fait plaisir. Une joueuse quand même au rookie la saison passée. Donc on va attendre sa saison sophomore pour voir la progression. Mais je suis très confiant pour Janelle moi cette saison. Et donc potentiellement troisième joueuse qui sera dans le 5. Je vous poserai la question tout à l'heure, juste après, mais vous pouvez y répondre si vous voulez déjà. Iliana Rupert, qui était déjà elle aussi du côté des Valkyries la saison dernière. Elle était à quoi? Elle était à un tout petit peu moins de 10 points de moyenne par match pour 21 matchs joués, mais surtout une pivot moderne qui shoot à 3 points, Ricardo. Et c'est un Ouais. profil qui est vachement intéressant dans cette NBA, dans cette NBA, non, dans cette WNBA, pardon, qui se modernise aussi, qui se développe, et on a un profil qui est pas mal recherché par beaucoup d'équipes, et là, qui est du côté des Valkyries. Oui, les Valkyries qui l'ont aussi re-signé sur un contrat pluriannuel, pareil, pas loin de 450 000 dollars. Donc, ça veut dire que les Valkyries comptent sur elle. Hein. Il faut pas oublier que l'année dernière, elle est arrivée tard en WNBA. Hein. Elle est arrivée tard parce que elle s'est d'abord consacrée à l'équipe de France. Et ensuite, écoute, elle a eu un événement hyper heureux dans sa vie. Elle s'est mariée. Elle a pris un peu de temps pour se marier, fêter son mariage. Et donc, elle est arrivée un peu tard en WNBA. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les Valkyries, ils lui ont fait de la place, c'est-à-dire qu'ils ont coupé une joueuse pour la faire rentrer tout de suite. Et puis que derrière, quand elle est arrivée, il lui a fallu peu de temps pour s'adapter et déjà apporter des choses. Donc, comme tu l'as dit, c'est une super shooteuse. Elle est quasiment à 44% à 3 points. Donc, voilà, c'est une poste 5 moderne, comme tu l'as dit.
Elle a une finition auprès du cercle qui est hyper propre. Elle a une intelligence tactique. Elle lit bien le jeu. Alors après, elle a été à bonne école en France là-dessus. Mais c'est une joueuse pareille dont je pense que elle doit et elle va prendre encore un tout petit peu plus de place dans la rotation des Valkyries. Et j'avoue que si à un moment on retrouve nos 3 Françaises titulaires dans le 5 de départ d'une franchise WNBA, on va passer une bonne saison, hein. Complètement. Ouais, complètement. Bah, Iliana, c'est un combo offensif de footwork, de main près au panier, de shoot extérieur. Elle me fait penser un peu à Nikola Vucevic. Dans ce style de joueur-joueuse capable de t'apporter un spacing hyper important. Et on le voit, en fait. Là, ça fait à peu près 10 minutes qu'on parle des Valkyries. Des profils qui sont super complémentaires parce que tu vas avoir une Gabby Williams qui va être capable de t'agresser le cercle. Tu vas avoir une Janelle qui va être capable de scorer un petit peu dans toutes les positions. Et si en plus de ça, Iliana est capable de spacer, donc de t'apporter du shoot extérieur sur un volume de on peut l'envisager entre 25 et 27 minutes. Je pense que ce serait pas choquant qu'elle atteigne ce minutage là cette saison. On peut l'envisager. Donc elle est capable de spacer, elle est capable de tirer. Si tu lui donnes la balle au poste sur un profil physique qu'elle est capable de jouer, elle le fera. Il y aura d'autres éléments de sa progression qui sont attendus, peut-être un peu plus de développement physique. Là, elle va être aussi confrontée on le voit dans cette ligue où les superstars sont généralement à l'intérieur, en tout cas en termes de domination physique, quand elle va devoir se taper des Jay Wilson, des Jonquel Jones, même des Stewie, ça peut être compliqué. Mais c'est aussi par là qu'il faut passer pour progresser. Donc voilà, dans une franchise d'expansion, de progression qui en fait coche toutes les cases depuis qu'elle est arrivée. Ça nous fait aussi kiffer de voir ces 3 joueuses françaises bourrées de talent, pétries de talent, qui vont continuer à se développer et qui vont progresser avec la franchise. Donc du coup, moi, la question que je me permets de vous poser, est-ce que, donc tu l'as un petit peu répondu, Ricardo, mais vous voyez les 3 Françaises potentiellement être dans le 5 de départ sur alors peut-être pas sur l'entièreté de la saison, mais sur certains matchs, selon les match-ups, selon les duels. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui, là, tu vois, en 2026, on peut envisager le fait qu'on ait 3 joueuses françaises qui jouent dans une franchise WNBA dans un 5 de départ? Moi, je pense qu'il y en aura deux sûrs. Moi, je pense qu'on peut envisager. Alors après, effectivement, ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Mais oui, je pense qu'on peut l'envisager et je pense qu'on aura des matchs où elles seront toutes les 3 dans le 5. Ok. Sur ces 3-là, juste pour répondre, après on va enchaîner parce que on est parti sur cette franchise-là, parce qu'il y a quand même là un bon contingent de joueuses françaises qui, en plus, pour nous, auront de l'impact. Pour vous, la joueuse qui va le plus performer ou qui va être le plus impactante des 3, je pense savoir à peu près la réponse, mais peut-être pour... Je pense que ça sera Gabi quand même. Elle est Logiquement, aujourd'hui à un niveau au-dessus des 2 autres, en tout cas en WNBA. Dans ce style de jeu, je pense qu'elle a des repères, ça fait longtemps qu'elle y est, elle connaît la ligue par cœur, elle sait exactement ce qu'on attend d'elle. Donc les 2 autres françaises, il faut pas oublier, elles sont jeunes les filles, hein. Donc voilà, elles sont pas du tout encore à leur prime, donc elles ont le temps de continuer à apprendre et je pense qu'elles sont dans la bonne franchise pour le faire. Ouais. Bon, très bien. On va poursuivre si vous voulez, messieurs. On va laisser la franchise de San Francisco un petit peu de côté et on va aller du côté du Connecticut pour le temps que ça reste encore du côté du Connecticut. Et on va parler de Leila Lacan, joueuse aussi qu'on a mis dans notre première catégorie de tier list dans les top joueuses. Bah Tom, du coup, un petit mot sur Leila Lacan qui est du côté du Sun, mais on sait que cette année le contexte est un petit peu particulier pour toute cette franchise. Contexte très particulier, Madame Sourire, Madame Leila Lacan. Si vous l'avez déjà vu sourire la saison dernière, vous avez d'ores et déjà réussi votre saison parce qu'elle sourit à peu près 2 fois par an. Moi, c'est une chose que je surkiffe. Je surkiffe vraiment Leila. Pour le coup, tu vois, on parlait de jeunesse. Leila, elle a à peine 20 ans. Elle va avoir 21 ans, si je dis pas de bêtises. 20 ans, ouais, c'est ça. Elle est bourrée de talent des 2 côtés du terrain. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, elle doit terminer top 3 au niveau des meilleures intercepteuses de la ligue. Je crois qu'elle tourne. Deuxième, ouais. Ouais, elle tourne à plus de 2 interceptions par match. Donc défensivement, on sait, tu sens la formation à la française. À un moment donné, il va falloir aussi qu'on pose les bases. Nos joueurs et joueuses qui débarquent en NBA, WNBA ont des acquis
au niveau défensif qui sont déjà élites. En plus de ça, Leila a une palette offensive à développer qui est assez fou aussi. Je trouve qu'elle est capable de space, elle est capable d'étirer, elle est capable d'agresser. Elle est capable de faire beaucoup de choses sur un terrain, Leila Lacan. Elle va être coachée aussi, elle, par Rachid Méziane pour sa deuxième et dernière saison du côté de Connecticut. Et Chris, en fait, tu l'as très bien présenté. On sait que Connecticut a pour ambition de ne gagner le moins de matchs possible potentiellement. En fait, juste de développer les jeunes joueuses, de se faire plaisir, peut-être d'aligner quelques victoires, mais surtout de développer les jeunes joueuses. Leila a 20 ans, bah ça fit parfait. C'est le fit parfait pour elle. Finalement, pour avoir une transition et enchaîner sa deuxième saison en WNBA, et je pense que d'ici allez, 1 ou 2 ans, en fonction de sa progression, elle sera légitime pour aller chercher un contrat dans une équipe qui a des ambitions plus grandes. Mais Leila, moi, si je devais le dire, hein, juste sur la question d'avant par rapport aux joueuses des Valkyries, je pense que Leila, c'est mon coup de cœur absolu de cette top catégorie. Ok, bon, bah c'est bien, t'as posé les bases. T'as Ricardo, du coup, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur le profil de Leila ou sur l'impact qu'elle pourrait avoir dans cette équipe-là où cette année, bah, comme on disait, voilà, ça n'a pas joué grand-chose, hein. Ouais, rapidement, parce que Tom en a super bien parlé, mais juste préciser, donc elle est en contrat rookie, Mmh. donc c'est un contrat garanti, qu'elle bénéficie, de l'augmentation du CBA et donc là, elle va être quasiment à 300 000 $ à l'année, donc ce qui est bien. Non, je pense que l'année dernière, on l'attendait pas au niveau où elle a produit. On s'attendait pas à ce qu'elle soit titulaire dans le 5 et qu'elle ait autant la balle en main. J'espère que ça va continuer cette année. J'espère que Rachid, va continuer à l'utiliser comme il l'a fait l'année dernière, qui va lui donner le temps de jeu, qui va lui permettre de continuer à se développer. Voilà, elle est juste à un tout petit peu, améliorer ou stabiliser son shoot à 3 points, pour qu'elle soit vraiment une totale menace à l'extérieur, ce qui lui permettra derrière de mieux encore piloter le jeu et de mieux servir ses coéquipières. Mais oui, je suis d'accord avec Tom, vrai coup de cœur. Elle impacte en défense, elle impacte en attaque. Donc voilà et voilà et elle est jeune, elle a 20 ans. Donc 20 ans, meneuse titulaire en WNBA, on n'en a jamais eu beaucoup, hein. Non. Mmh. Donc voilà, bah tu vois, Plus sur un poste comme ça, qui on sait, voilà, où les Américains ont un peu du mal à donner la gestion de jeu, à des joueuses étrangères, c'est super de voir une Française qui explose comme ça en WNBA sur ce poste-là. et on la surveillera toute la saison, même si c'est sûr que cette équipe du Connecticut, c'est peut-être pas celle dont on parlera le plus dans les épisodes durant la saison. Après, on n'est jamais à Non, l'abri mais de on rien. gardera un petit focus Oui, sur nos Françaises quand même. bah, oui, parce que c'est ça, ce que j'allais dire. Il y a d'autres Françaises qui sont dans l'effectif. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission où elles auront peut-être pas autant d'impact, voire beaucoup moins d'impact que Leila Lacan, mais on en parlera évidemment. Là, c'était les 4 joueuses où vous étiez, où on était tous d'accord. Gabby Williams, Jenna Stannard, Iliana Rupert et Leila Lacan pour le profil vraiment top joueuse. Et ensuite, du coup, il y avait une petite discussion et ça va être le moment de la discussion. Bah tiens, Tom, je vais te lancer sur le profil qui, pour toi, rentre dans cette catégorie de top joueuse mais sur lequel Ricardo a peut-être un petit bémol à apporter. Alors, je suis d'ores et déjà d'accord avec les arguments que Ricardo va apporter. Je préfère le dire tout de suite. Bien évidemment, on va parler de Marine Johannes. Pourquoi j'intègre Marine Johannes dans cette catégorie des top playeuses? Depuis tout à l'heure, sur les 5 joueuses qu'on va citer, il y a 4 joueuses de moins de 25 ans. 4 joueuses qui sont soit rookies, qui sont toutes sophomores, sauf Gabby Williams, qui ont toutes encore une marge de progression conséquente et qu'on va suivre. Quand on parle de Gabby Williams et de Marine Johannes, je pense qu'il y a plus forcément de marge de progression à aller chercher, mais on est déjà sur des joueuses établies. On connaît leurs forces, on connaît leurs faiblesses. On connaît les faiblesses de Marine Johannes. Sa faiblesse principale, finalement, c'est de jouer dans une équipe de superstars. C'est clairement ça pour moi. Sa faiblesse principale, c'est de jouer dans un New York Liberty où elle va devoir partager le banc avec des Sabrina Ionescu, avec des Jonquel Jones, avec des Satou Sabali, avec des Brianna Stewart. Bref, on en a parlé la semaine dernière du Liberty. C'est un effectif de superstars, élites, super championnes, tout ce que vous voulez. Deuxième faiblesse pour Marine Johannes, c'est son contrat. Son contrat fait que pour le moment, elle est bloquée avec le Liberty. Malgré le nouveau CBA et les signatures qui ont été faites là, avec toute la free agency qu'on vient de suivre et la draft, Marine Johannes a un contrat qui lui permet pas
pour le moment d'être free agent et d'aller voir ailleurs. Elle doit honorer ses 4 saisons complètes avec le Liberty. On est potentiellement, si je dis pas de bêtises, sur la dernière saison complète que Marine Johannes va faire avec le Liberty avant de potentiellement pouvoir aller voir ailleurs. Moi, pourquoi je l'intègre dans cette catégorie? Parce que, au vu de l'effectif, et on connaît les forces de Marine Johannes en termes d'attaque, c'est-à-dire que qui, si ce n'est Victor Wembanyama, a plus démocratisé le one leg, le 3 points sur une jambe? C'est Marine Johannes. Enfin, elle est capable de magie en attaque. C'est une joueuse fantastique. Playmakeuse. Elle peut créer pour elle peut créer pour les autres, elle peut créer son tir, elle peut shooter à 3 points, elle peut driver, elle peut tout faire offensivement pour Marine Johannes. Elle a une très bonne qualité de passe. Les problématiques vont être beaucoup plus physiques. Elle fait 1m78. Donc, ça va être clairement une cible en défense. Marine Johannes va se faire attaquer. Et sur un backcourt où potentiellement, hier, on en discutait en off avec Ricardo, soit elle va être en rotation de Sabrina Ionescu, soit elles vont jouer l'une à côté de l'autre. Clairement, t'es l'équipe en face, tu vas attaquer Marine Johannes ou alors tu vas attaquer le backcourt Marine Johannes, Sabrina Ionescu. C'est une évidence. Là où je suis quand même assez favorable pour la laisser dans le chapeau 1, c'est que au vu de l'effectif qui est la faiblesse de Marine, c'est aussi une force. C'est-à-dire qu'elle est capable tout à fait d'être masquée en défense. On peut tout à fait la cacher et offensivement, ce qu'elle va te rendre de l'autre côté du terrain fait que elle est tellement magique et là, elle va faire la saison complète avec le Liberty normalement. On espère qu'il n'y aura pas de blessure ou quoi ou qu'est-ce, mais je pense qu'elle est capable d'apporter beaucoup de choses, d'avoir un réel impact dans cette équipe, d'être pourquoi pas la 6e ou 7e joueuse de cet effectif. Moi, je pense qu'elle peut être 6e joueuse de cet effectif. Et si c'est le cas, et si elle arrive à vraiment matcher avec le reste des joueuses, attention pour le titre de 6e joueuse de l'année. Ricardo, Alors, est-ce que tu es convaincu par les arguments de Tom ou pas? alors non, mais Tom, il est très bon, hein, donc ça, il y a pas de il est très bon, il est très C'est convaincant, il jamais. arrive Attention, attends, il c'est jamais de bon signe quand on commence par faire un compliment à quelqu'un. il arriverait presque à me convaincre, sauf que Tom, il oublie 2 ou 3 petites choses dans son portrait. C'est que déjà, elle est absolument pas régulière, Marine Johannes. C'est-à-dire que tu ne sais Oui. pas d'un match sur l'autre quelle va être sa production et tu sais même pas d'une mi-temps sur l'autre. Voilà, c'est-à-dire que elle peut avoir des hauts très, très hauts, mais elle peut avoir des bas très, très bas. Donc ça, c'est une difficulté. Bah, même quand tu es coach, tu sais pas quand tu la mets sur le terrain ce que ça va donner. Après, je trouve elle a un jeu qui est très stéréotypé, c'est-à-dire que elle prend des shoots extérieurs maintenant, mais alors elle a un jeu de passe magnifique, ça c'est certain, mais ça, elle drive pas du tout au cercle. Si tu défends bien et que tu la fermes bien à l'extérieur, ça devient beaucoup plus compliqué pour elle. Donc, je trouve qu'il lui manque 2 ou 3 petites choses pour dire que, bah, c'est une top playeuse WNBA aujourd'hui et c'était la catégorie qu'on avait au-dessus. Pour moi, c'est une très, très bonne joueuse. J'adore l'avoir jouée. C'est une joueuse que je suis depuis ses débuts. J'ai hurlé, quand, elle était mal utilisée en équipe de France. J'ai trouvé qu'on lui a un peu manqué de respect aussi en équipe de France, donc je suis Quoi, très Ricardo? Quoi? Sélectionneur de l'équipe de France gère mal son équipe. Allez, hop, voilà. Ça va pas la tête de dire des choses comme ça. donc voilà, donc c'est une joueuse que j'adore, mais je ne considère pas aujourd'hui, pour tout ce que j'ai dit avant, que c'est une top playeuse, en WNBA. Bon. Vous ferez votre avis, auditeur, auditrice du podcast. Est-ce que vous la mettez dans la catégorie top playeuse et vous rejoignez Tom, ou est-ce que vous la mettez dans la catégorie inférieure avec l'année de la confirmation? Ça va être compliqué pour Marine Johannes, t'en parlais Tom. Mais bon, voilà, chacun mettra comme vous voulez dans la joueuse dans sa catégorie. Ricardo, je vais te laisser la main avec du coup toi Oui. ton profil que tu vois dans la première catégorie, catégorie premium, mais sur laquelle Tom aura peut-être son mot à dire. Et là, on va du côté du dernier finaliste de l'année dernière, le Phoenix Mercury. Oui, alors moi j'ai envie de vous poser une question, à tous les 2. Est-ce que vous pensez qu'une joueuse qui est, titulaire sur le backcourt d'une équipe qui est en finale de WNBA, qui tourne à 8 points de moyenne, quasiment 3 passes, qui est, quasiment la meilleure intercepteuse de la ligue à plus de 2,6 interceptions, par match, qui est une shooteuse efficace à 3 points, qui est quasiment à 45% quasiment, qui, a vraiment une supervision de jeu, elle tourne à 6 passes, et elle est titulaire dans son équipe. Encore une fois, une équipe qui va en finale de WNBA. Est-ce que finalement, bah, c'est pas une top playeuse?
C'est la question que je veux vous poser. Parce que là, on parle d'une joueuse pour nos auditeurs et nos auditrices qui s'appelle Monique Aqua Makani, donc qui souffre un tout petit peu, je pense, d'exposition parce que elle a fait un choix différent. Même si c'est une joueuse française, elle a décidé, pour des problèmes de différentes la fédération, de représenter le Cameroun. Mais si on regarde sa production, ce qu'elle fait en WNBA, pour moi, aujourd'hui, c'est une des top players françaises de la WNBA. J'ai envie de te dire, tout s'entend très très bien. Au vu de sa fin de saison dernière, ce qu'on peut dire, c'est que le début de saison a été assez discret l'année dernière. Que la fin de saison a été assez impressionnante, notamment ses playoffs, et que finalement, chose qui a fait que elle a autant brillé, c'est que j'ai l'impression que c'était la pièce parfaite pour jouer à côté de Satou Sabali et Alyssa Thomas. Je suis d'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin d'avoir forcément une meneuse à haut scoring. Tu avais besoin d'avoir une joueuse capable de faire un petit peu de playmaking, d'organiser un petit peu le jeu, de défendre ultra solidement et d'être ultra polyvalent. C'est pour ça que moi, dans cette situation-là, j'entends tout à fait ton argumentaire. Mais si je me projette un petit peu sur la saison à venir, comment ça va se passer? Dans un effectif qui est bien plus amoindri que la saison dernière, où, logiquement, elle devrait avoir un peu plus de responsabilité, notamment au scoring. Donc, c'est là-dessus que je vais l'attendre. Est-ce qu'elle va être capable de distribuer et de continuer son playmaking et d'essayer de pousser aussi pour faire gagner quelques matchs au Mercury, même si ça va être un petit peu compliqué? Défensivement, comme on l'a dit, il y a aucun souci. Enfin, on est déjà sur une défenseuse qui est ultra élite, comme toutes celles qu'on vient de citer précédemment. Moi, c'est plus dans la projection globale de l'effectif. Et c'est là où, du coup, ça va un petit peu en contre-argumentaire de ce qu'on a pu se dire, par exemple, pour une joueuse comme Leila Lacan, du côté de Connecticut, qui n'aura pas de bons résultats. Mais là, on attend... En fait, j'ai l'impression que, par exemple, par rapport à un profil qui est Leila, il y a une marge de progression qui est un peu plus importante que celle de Monique. Peut-être que je me gourre complètement, mais je sais pas. En fait, j'ai un peu moins d'attente pour Monique, et ce qui me fait la mettre un peu plus dans le côté très bon temps de jeu, joueuse qu'on va vouloir continuer à voir se développer. Mais si je me projette sur le plus long terme, c'est pas forcément. En fait, j'ai du mal à. Il faut vraiment que l'effectif soit nickel pour qu'elle puisse impacter comme une role-playeuse élite qu'elle a été la saison passée. Si c'est pas le cas, j'attends de voir, et j'attends juste qu'elle me fasse mentir et qu'elle me montre qu'elle est capable vraiment d'impacter aussi offensivement sur l'aspect scoring. Ok, bon, ça s'entend, Tom, ça s'entend. Bon, voilà. Donc voilà pour la catégorie top players. On a été un petit peu long, mais on va essayer de raccourcir un petit peu aussi pour les autres joueuses. Mais c'était important de prendre le temps pour ces joueuses-là que vous allez suivre toutes les semaines. Nous, on en parlera quasiment toutes les semaines dans nos podcasts, évidemment, une fois que la saison aura démarré. On va enchaîner, si vous voulez, avec la deuxième catégorie, ce qu'on a appelé l'année de la confirmation, ou en tout cas peut-être un petit range en bas, mais des joueuses qui vont avoir du temps de jeu, qui vont avoir de l'impact. Et comme on était à Phoenix, je vous propose qu'on y reste. À Phoenix, Ricardo, et avec le profil d'une joueuse atypique, Valériane Ayayi, qui a déjà joué en WNBA, mais c'était en 2015, et c'est dans une franchise qui n'existe plus, c'est pour dire, c'est dans au San Antonio Stars. Grand retour en WNBA. Ouais, elle n'existe plus à San Antonio. Elle a été déplacée à Vegas, et c'est la franchise est devenue la A6. Tu as raison de préciser, mais en tout cas, au sens comme ça, elle n'existe plus, elle n'est plus à San Antonio. Mais tu as raison, elle a été délocalisée. On l'a mis dans la deuxième catégorie. On te laisse la main sur le profil de Valériane. Ouais, alors c'est pareil, Valériane, elle a un beau contrat à $500,000, donc ce qui prouve qu'elle a gardé une valeur en WNBA. Honnêtement, je suis super content de voir Valériane en WNBA. Je trouve que c'est une reconnaissance de sa carrière. C'est une joueuse fantastique. C'est une joueuse hyper polyvalente qui peut jouer poste 2, poste 3, qui peut jouer sur le périmètre, qui peut jouer dans la raquette, qui a un leadership. C'est la capitaine de l'équipe de France, hein. Elle est crédible en défense, elle est crédible en attaque. C'est une super joueuse d'Euroleague. Elle fait, pour une ailière, elle fait pas loin d'1m86, 87. Ouais, quoi dire de plus d'elle que, oui, c'est une top joueuse en Europe qui va avoir la possibilité de prouver que ça peut être une très très bonne joueuse en WNBA, et en tout cas d'apporter à cette franchise. Je pense qu'elle va avoir du temps de jeu. Quand on voit aujourd'hui l'effectif, il serait étonnant qu'elle n'ait pas de temps de jeu. On peut même l'imaginer et la projeter dans le 5 de départ. Donc vraiment ravi de voir Valériane rejoindre la WNBA.
Toi, Tom, rapidement sur ce profil-là, son profil, Ouais, pardon. bah écoute, en 2 phrases, très content de l'avoir de retour en WNBA. Je ne comprends pas pourquoi les équipes ont attendu 11 ans avant de lui proposer un contrat. On sait que c'est une Ouais. joueuse qui est dans son prime, qui a déjà montré des très belles choses sur les campagnes internationales, notamment si vous avez le souvenir des JO 2024. Je pense qu'elle a un petit peu impacté, hein, avec l'équipe de France. Donc ouais, mais après, je vais pas redire tout ce qu'on a dit sur le Mercury d'avant, hein. C'est une franchise qui va être potentiellement assez faible, dans laquelle Valériane devrait avoir un temps de jeu assez important. Et bah pourquoi pas, fais-toi kiffer, Valériane. Franchement, t'es dans ton prime. Mhm. Montre à la planète basket de quoi t'es capable sur la plus grande des scènes de la WNBA et va commencer à inquiéter les Américaines pour 2028. Yes. Allez, on enchaîne. Et Tom, je te laisse la main, je te laisse poursuivre. On va partir du côté de Seattle, si tu veux bien. Et on va parler de Dominique Malonga. On en avait beaucoup parlé l'année dernière. Deuxième choix de la draft 2025. Donc c'était l'an passé. Hein. Ça va tellement vite qu'on l'a pas oublié, mais il se passe tellement de choses entre chaque année. Dominique Malonga qui doit confirmer dans cette saison du côté du Storm. Exactement, et ça, c'était une des discussions qu'on avait eues en off, Oui. où mettre Dominique Malonga? Est-ce qu'on la met déjà dans les top playeuses ou dans les sophomores à développer? Je pense qu'elle est très bien à sa place, Dominique Malonga. 20 ans, 2 mètres, elle a tapé encore des dunks avec l'équipe de France. Elle a fait une très bonne saison avec Unrivaled. On sent qu'elle est déjà établie dans cette ligue, que ne serait-ce que médiatiquement, euh, elle est ultra valorisée. Donc ça, c'est très cool. Il y a eu ces comparaisons avec Wemby. Il faut laisser ça de côté. Laisser Dominique se développer tranquillement. Mais c'est sûr que bah, la France attire de par ces deux profils que sont Wemby et Dominique, parce que Dominique, c'est un profil qu'on voit très peu sur les parquets WNBA. Elle a eu une saison rookie en progression constante. Moi, je suis très content de sa saison rookie où elle a commencé avec un temps de jeu assez limité. Et petit à petit, elle est allée grappiller son temps de jeu, elle est allée s'imposer dans une raquette où il y avait quand même des joueuses d'expérience, des joueuses expérimentées du côté de Seattle, donc très intéressant. Tu sens aussi qu'à l'année dernière, l'impact de Gabby Williams lui a fait beaucoup de bien. Là, cette année, il n'y a plus Gabby Williams. Il y a un effectif qui va être aussi amoindri et il y a une certaine Awafam qui a été draftée à l'intérieur. Voilà la raison pour laquelle, enfin, l'intégralité des raisons pour lesquelles je ne la mets pas encore dans les top players, parce que, avec ce contexte-là, je veux vraiment que Dominique se serve de cette saison pour taper du poing sur la table et dire, non, non, vous pouvez drafter toutes les joueuses que vous voulez à l'intérieur. Je suis pivot numéro 1 de cette équipe. Je suis celle qui a le plus gros potentiel. Je suis celle qui va dominer en attaque et défensivement, qui va tourner à 3 ou 4, à 3 comptes par match s'il le faut. Cameron Brink, je vais te mettre dans ma poche arrière, il n'y a pas de souci. Bref, je grossis le trait, mais je veux voir Dominique exploser aux yeux du grand public, s'affirmer, voir son temps de jeu aussi augmenter un petit peu, parce que 14 minutes la saison passée, je trouve ça un petit peu limité. J'aimerais la trouver autour des 20 minutes. Et si elle coche toutes ces cases, bah, il y a rien qui l'empêchera l'année prochaine d'être dans le groupe A des top players. Ricardo sur Dominique Malonga un petit peu. On en avait parlé quand on avait fait un retour sur la draft. On a parlé aussi Tom. Qu'est-ce qu'on attendait cette saison? Bah, on attendait qu'elle travaille un peu son shoot, hein, parce que on sait que Oui. elle a cette capacité à jouer un peu dans le périmètre, mais bon, il faut qu'elle ait un shoot extérieur qui soit un peu plus fiable. Mais elle a aujourd'hui ce qu'il faut pour le travailler, pour le développer. Il faut qu'elle gère un tout petit peu mieux ses fautes. Elle est très Ouais. physique, mais elle est quelquefois handicapée par les fautes, donc il faut qu'elle s'améliore un peu sur ce point-là. Mais bon, ce qui est quand même intéressant, c'est aussi de regarder sa progression l'année dernière sur la saison. Entre son début de saison et sa fin de saison, à la fin de saison, c'était elle qui jouait les fins de match, systématiquement. C'était elle, sur les matchs serrés, qui était sur le terrain pour finir les matchs. Et ça, c'est quand même un indicateur qui est important. Et puis, alors, c'est une bonne nouvelle pour Dom, c'est un peu moins un peu moins une bonne nouvelle pour Izzy. Mais apparemment, Izzy McGregor, Mm. c'est un peu blessé, donc elle sera pas là en tout cas, elle est prévue indisponible sur le début de la saison. Donc, ça laissera peut-être encore un peu plus de temps à Dom de s'installer à l'intérieur de la franchise et sur le terrain et de pouvoir être impactante dès le début de la saison. Donc voilà, on attend d'elle effectivement que ça soit la saison de la confirmation pour elle. Bon, je pense qu'on a été assez complet sur le profil de Dominique Malonga. On continue, on a encore une joueuse à aborder dans cette deuxième catégorie tier list. Et Ricardo, on va aller dans une des deux franchises qui va découvrir la WNBA cette saison. On va aller du côté de Portland maintenant. Oui, on va aller du côté de Portland et on va parler de Carla Leight.
qui s'est déjà fait un surnom dans la ligue, dans la WNBA, parce que on a l'année dernière beaucoup parlé de Late Show en référence aux émissions américaines. Oui, c'est pareil, une jeune meneuse, 22 ans. Voilà, c'est une super joueuse. Je pense que c'est vraiment une joueuse qui a le profil pour jouer en WNBA. Elle a une super lecture de jeu. C'est une joueuse qui, sur des séquences de match, elle est capable de prendre feu. Elle a fait une bonne saison. Elle est déjà adaptée à la WNBA. Elle va avoir un peu plus de responsabilité dans cette nouvelle franchise de Portland. Ils l'ont choisi en deuxième pick, donc ça veut dire qu'ils croient pas mal en elle. Donc voilà, il va falloir qu'elle améliore un peu sa défense, voilà, qu'elle soit un peu plus régulière à 3 points. Mais ça, justement, le fait d'arriver dans une franchise où on va lui donner un peu plus les clés, on va la laisser avoir un peu plus de temps pour s'affirmer, de pouvoir continuer à développer son leadership, parce que c'est une fille qui a énormément de leadership, qui pèse beaucoup sur le terrain, sur l'impact qu'elle peut avoir auprès de ses joueuses. C'est une leaduse vocale, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à prendre la parole. Là, ça se voit en Espagne, elle vient d'arriver, c'est sa première saison, c'est elle qui est sur le terrain, elle râle, elle motive ses partenaires, elle les engueule quand ça fait pas le taf. Donc tu sens que c'est un vrai leader, et je pense que dans une nouvelle franchise, d'avoir quelqu'un comme ça sur ce poste-là, le poste 1, qui a un profil de leader, et ben ça peut aussi être des points très très positifs pour son éclosion en WNBA. Ouais, tout à fait d'accord. Juste pour compléter ce qu'a dit Ricardo, parce qu'il a été assez complet. On l'avait dit, hein, une draft d'expansion, si une franchise est assez intelligente, t'essayes de construire autour de ton axe 1-5. Carla a 22 ans. Elle est pétrie de talent. Elle maîtrise l'un des aspects offensifs du jeu qui est le plus utilisé en WNBA, qui est ce pick and roll. Hyper intéressant. Elle est vraiment capable de créer pour les autres. À voir ce qu'elle est capable aussi de faire en termes de progression pour créer pour elle, créer son shoot, un peu de régularité au shoot, un peu plus de minutage cette saison. Mais très content, et j'espère vraiment qu'un certain Jean Aimé va allumer sa télé et regarder un petit peu le Portland jouer cette saison. Voilà, hop, deuxième petite dédicace au staff de l'équipe de France, comme chaque semaine, évidemment. Oh, si. Oh, là, quand même. J'ai dit Jean Aimé. Il y en a Dédicace, plein. non, mais j'ai dit dédicace. J'ai pas dit cartouche, punchline, dédicace. Ça peut être positif, messieurs. Hein. Oui, Voilà. oui, non mais Tout à fait. vous savez à quel point je suis d'accord avec Tom là-dessus, et que qu'elle n'ait pas plus de sélection en équipe de France, pour moi c'est une incongruité. Incongruité. Bon. Troisième catégorie, messieurs, qu'on va aborder dans cette émission, le profil rookie. Et Tom, on parlait tout à l'heure de cette équipe du Liberty avec le profil de Marine Johannes. On a une équipe du Liberty qui va avoir d'autres joueuses françaises qui arrivent, dont certaines Pauline Astier dans notre petit groupe qui est N1. C'est une joueuse qu'on apprécie particulièrement. Et Ok, on est ravis de la voir arriver du côté de New York, sachant que Pauline Astier, si je ne m'abuse, avait eu quelques touches avec pas mal de franchises déjà. exactement. Pauline, c'est une joueuse de cette génération 2001, encore une, 24 ans, avec Iliana et Janelle notamment. Que te dire de Pauline Astier? Tellement de talent. Très très courtisé, je pense, par pas mal de franchises. En tout cas, c'est ce qui était sorti. Et je trouve que son choix d'être du Liberty est hyper intéressant. C'est-à-dire que t'as le côté sécurisant de tu arrives dans une franchise qui est quand même pas trop mal structurée, où tu as Marine Johannes qui va pouvoir aussi faire aussi cette transition de parler français et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a eu des photos qui sont sorties des premières images du vestiaire et tout. À côté de qui elle est assise, Pauline? Bah, elle a pas perdu le nord, hein, elle s'est assise à côté de Sabrina. Et Bah oui, oui. et oui, on s'assoit à côté des meilleurs, bien évidemment, pour continuer à Elle est apprendre. polie. Elle est polie. Elle est Pauline. Oui, ou alors elle s'est dit, tiens, je vais en profiter du fait que je suis là, du temps que je vais passer ici pour essayer d'apprendre à Sabrina comment on peut se positionner en défense quand on joue au poste 1. Peut-être, hein. Oui, c'est pas impossible. En même temps, Sabrina n'est pas poste 1 de métier, hein. Elle fait un peu du Devin Booker, mais bon, bref, ce sera le sujet d'un autre podcast. Non, mais c'est super qu'elle tombe là-bas. Elle va avoir des top players pour se développer. Sur un malentendu, pourquoi pas essayer de gratter un petit peu de temps de jeu. Je pense que c'est pas impossible au vu du banc et au vu des contrats qui ont été signés. Donc elle a les cartes en main. Elle est capable de nous montrer deux, trois petites choses intéressantes. Et puis ça fait quand même kiffer d'avoir deux Françaises dans l'une des franchises
mieux fourni de cette WNBA, quoi. Ouais, Ricardo. Moi je rejoins Tom. Je suis très fan du profil de Pauline Astier. C'est une super joueuse. Elle a une lecture du jeu, un QI basket exceptionnel pour son âge. C'est une bonne défenseuse. C'est une fille qui s'adapte à ce qu'on lui propose. C'est-à-dire que selon les joueuses qu'elle a autour d'elle, elle va adapter son jeu à ça. Et c'est pour ça que je dis qu'elle a un QI basket absolument exceptionnel. C'est-à-dire qu'elle est capable de créer pour elle. Elle est capable de créer pour les autres. Elle est capable de lâcher la balle. Elle est hyper altruiste. Non, vraiment. Et je suis d'accord. Si les rosters ne bougent pas, parce que tout n'est pas encore figé, hein, mais quand on regarde aujourd'hui comment est construit le roster du Liberty, on peut se dire que Pauline, elle a vraiment une bonne carte à jouer pour gratter des minutes et que tu peux même l'associer à Sabrina sur quelques séquences. Donc voilà. Donc vraiment, c'est une super joueuse. Et si au niveau du staffing de l'équipe de France, on peut comprendre que quand elle est sur le terrain, il faut lui donner la balle, et ben ça serait encore mieux. N'en demande pas trop, s'il te plaît, Ricardo. Hein. N'en demande pas trop. Alors, l'idée non plus n'est pas d'envoyer une dédicace au staff de l'équipe de France après le profil de chacune des joueuses, messieurs. Hein. Non, mais comme toi, il y a des choses qui se recoupent, on va dire. Non, mais on enverra le lien, en tout cas, à la Fédération française de basket. Si vous avez des adresses, un truc, on est preneur, vous nous envoyez ça en privé, on leur enverra le podcast avec plaisir, évidemment. Ricardo. Juste leur envoyer des identifiants pour le League Pass. Après, ils se débrouillent, hein. Juste pour voir les matchs. On peut même leur offrir, parce qu'à 30 euros la saison, on peut se faire une petite cagnotte si vous voulez, il n'y a pas de problème. On se cotise. C'est ça devrait aller. Ricardo, on continue la bascule. Tout à l'heure, on a parlé de Leila Lacan du côté de Connecticut, et on a, dans les profils de rookies, notre rookie qui a été drafté cette saison numéro 12, on en avait parlé la semaine dernière, Nel Angloma, qui est donc officiellement du côté du Sun. Qu'est-ce qu'on peut attendre un petit peu et espérer pour elle? Déjà, on peut se dire que c'est une super franchise pour elle. Il faut se le dire, comme le disait Tom tout à l'heure, c'est une franchise qui va pas jouer grand-chose, qui va lui laisser le temps de se développer. Ils l'ont pris, je pense qu'ils étaient vraiment contents de la récupérer en 12. Coach français qui va aussi lui permettre de faciliter son intégration. C'est un scoreur, hein. Nel Angloma, elle met des points. Dans toutes les équipes où elle a joué, elle a mis des points. Elle peut jouer 2, elle peut jouer 3. Elle a une très bonne lecture défensive pour son âge. Elle a l'air de faire preuve de beaucoup de maturité, notamment dans toutes les compétitions internationales où elle a joué. Elle n'a jamais été mangée par l'enjeu ni rien. Donc c'est certainement un profil de joueur si elle continue à se développer comme ça, qu'on n'a pas forcément beaucoup en France, de scoreurs très naturels, capables de mettre des points, capable de prendre des shoots à responsabilité, et en étant avec un bon niveau de fiabilité. Moi, je suis très intéressé de voir comment elle va se développer et comment elle va être utilisée déjà dès cette saison. Évidemment sortie de banc par le Connecticut Sun, mais je suis très intéressé de voir comment elle va se développer cette année. Ouais, Tom. Tout à fait d'accord. On était un tout petit peu déçus qu'elle soit pas draftée dans le top 10, parce qu'elle était quand même projetée, elle a été projetée longtemps dans le top 10. Au final, c'est très bien qu'elle tombe dans l'effectif de Rachid Méziane, qui va pouvoir la développer. Va juste falloir qu'elle passe un petit peu de temps à la salle, je pense, pour faire un peu de renforcement musculaire. Et une fois que ce sera fait, je me fais pas de soucis. C'est une joueuse qui a tout pour avoir une carrière en WNBA. Donc, il y aura certainement aussi des opportunités dans cette franchise-là où il n'y aura pas non plus grand-chose à faire. Donc, tu peux aussi développer des jeunes, voir ce que ça peut donner pour la suite du projet qui sera du côté de Houston. Les 3 derniers profils qu'on voulait aborder, on va le faire un petit peu plus condensé, messieurs, mais on va quand même en parler. Il faut respecter tout le monde. Les joueuses qui auront peut-être pas ou très peu de temps de jeu, on a noté Marine Fotou du côté de New York, on a noté Noémie Brochant à Phoenix et Minia Touré du côté du Sun. Bon, on en parlait à l'instant de Connecticut. Je vous laisse aller sur le profil qui vous intéresse. On en parle rapidement quand même pour que les auditeurs auditrices de l'émission aient ce panorama le plus complet possible. Ricardo, je te laisse parler de Minia. On reste à Phoenix. On reste à Connecticut, pardon. Connecticut. Minia, elle a une toute petite expérience de la WNBA parce qu'elle a déjà fait du training camp et voilà.
c'est un profil, c'est ce qu'on appelle, voilà, chez les garçons, on appelle ça un 3&D, c'est capable de défendre et de shooter. J'espère pour elle qu'elle va avoir, que le training camp va lui permettre de se faire une toute petite place dans l'effectif, du Sun. Je trouve qu'elle le mérite. Elle a une super mentalité, elle est hyper professionnelle. Elle est, maintenant c'est une joueuse, référencée en équipe de France. Donc bon, on espère que cette fois ça va le faire. Elle a 30 ans, il y aura plus beaucoup de fenêtres. L'année dernière, elle avait été coupée au training camp des Valkyries et puis elle avait été récupérée à mi-saison par Connecticut. Ils la font revenir. Je pense que c'est pour la prendre. En tout cas, j'espère que c'est pour la prendre. Oui, c'est ça. Si elle a été rappelée, c'est qu'elle a forcément dû taper dans l'œil, ne serait-ce que de Rachid. Donc, je pense que pareil pour se développer et développer les jeunes aussi. C'est une joueuse expérimentée qui peut apporter pas mal de choses dans le vestiaire. Donc, c'est intéressant. Moi, j'enchaîne tout de suite sur Marine Fotou parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 2 Françaises pour le Liberty. Parce que malheureusement, Marine Fotou, qui a été invitée pour le training camp, je ne pense pas qu'elle fasse le cut dans cet effectif. C'est-à-dire qu'elle va être mise en concurrence avec Pauline et Sabrina. J'estime que Pauline a un peu plus de cartes en main pour s'imposer dans cet effectif que Marine. Marine, joueuse aussi de la génération 2001 avec toutes les autres qu'on a citées précédemment, qui a plus grand chose à prouver en Europe et en Euroleague. Hein. C'est une joueuse référencée une bonne scoreuse, une très bonne meneuse de jeu. Problématique, la taille, le gabarit. Tu sens qu'en WNBA, ça peut être compliqué pour elle quand même. Manque de régularité aussi au scoring, c'est pas forcément une joueuse avec une influence folle. Après, à voir, tout est faisable sur un training camp. Si elle montre aussi que, bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure, le Liberty n'a pas forcément une meneuse référencée. Est-ce qu'elle peut apporter un petit peu cet ancrage, ce côté juste meneur playmaker sans avoir à apporter du scoring, pourquoi pas. Donc, écoute, si elle ne fait pas le cut du côté du Liberty, on croise les doigts pour qu'un petit peu comme Mignal l'année dernière, elle soit rappelée par une autre franchise au cours de la saison, pourquoi pas. Oui, parmi ces joueuses-là, dont on ne sait pas exactement ce que les franchises vont en faire, il faut pas oublier, Adja Khan qui a été Bien sûr. drafté en 17, donc qui est rookie. On a du mal à comprendre si la franchise veut l'utiliser dès cette année ou s'ils vont encore la laisser se développer. Sur les derniers échos que j'ai lus, bah, il semblerait que finalement ils décident de l'intégrer à leur effectif. Bah, c'est, pareil, c'est une joueuse de 21 ans, c'est un poste 5. Elle a le gabarit pour jouer en WNBA, elle fait un peu plus d'1 m 90. Voilà, et elle a un parcours assez rapide, quand même, dans sa progression, mais elle a quand même pas mal de choses encore où il faut qu'elle travaille parce que, comme on disait tout à l'heure, pour les postes 5, que Dom va croiser dans dans la saison, elle va aussi avoir des postes 5 très, très physiques et donc là, il faut qu'elle travaille, là-dessus. Ça sera certainement une saison d'apprentissage, d'adaptation. Je ne sais pas si elle aura beaucoup de temps de jeu ou pas, mais en tout cas, elle est dans l'effectif et elle est là et c'est bien. Ouais, bah Exactement. tiens, et Ricardo, on te laisse finir avec notre dernier profil pour cette saison, c'est du côté de Phoenix. C'est Noémie Brochon qui fait partie du training camp à venir du coup du côté du Mercury. Oui, bah, c'est une bonne opportunité. C'est une bonne ah! Je vais avoir du mal à le dire. C'est Opportunité. une bonne opportunité pour elle. C'est bien qu'elle arrive dans cette franchise où il y a déjà des Françaises. Elle va avoir, j'espère, la possibilité sur le training camp de prouver que, bah, c'est une joueuse, fiable, c'est une joueuse polyvalente. Voilà, elle a aussi un profil, un peu trendy, qu'elle va pouvoir développer. Voilà, elle a 26 ans, c'est le bon moment aussi pour elle, pour essayer de rentrer dans un effectif et de se faire un peu sa place. Ouais. Bon, on a fait un tour plutôt complet, je pense, de tout ça. Moi, je vais vous poser 2 dernières questions, messieurs, comme ça, Ouais, pour que on les a auditeurs. juste Ah, vas-y, pardon, ouais, vas-y. non, juste aussi dans les joueuses voilà, qui ont été draftées, qui vont devoir, se faire à la place, on a aussi Inès Pitcher Pareil du Granel côté qui de a été Phoenix. drafté en position de 27. Mmh, Là où on s'attend quand même beaucoup plus à ce qu'il la laisse en Europe pour qu'elle continue à se développer. bien Mais en tout sûr. cas, elle a quand même été, dans une draft
Là, on envisage moins, en tout cas, de ce qu'a dit la franchise aujourd'hui, que voilà, c'est plutôt un projet sur du long terme et qui vont plutôt la laisser se développer avant de la récupérer. Bon, voilà, tu as raison, comme ça on était le plus complet possible dans cet épisode autour de notre focus sur les profils bleus EUS. Deux questions du coup pour terminer, pour que voilà les auditeurs peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils, donc ça va être compliqué de suivre tout le monde. Mais si on devait en sélectionner entre guillemets peut-être une ou deux en particulier, ce serait qui déjà la première question? Et Tom, je vais te lancer là-dessus, juste en un mot. Hein, on en a assez parlé de tous ces profils-là aujourd'hui. Toi, la joueuse que tu attends le plus dans toutes celles qu'on a pu citer dans l'émission? Dominique Malonga. Toi, Ricardo? Janelle Salin. Ok. Deuxième question, le profil un peu plus wildcard, surprise, où on se dit, bah tiens, avec un petit coup de dé dans le bon sens, un alignement de planètes, ça pourrait aller, Ricardo? Carla Leight. Ok. Tom? Pauline Astier. Bon, bah voilà. Bah, je crois que vous avez un bon bloc pour pouvoir suivre toutes ces Françaises là qui vont bah, nous alimenter notre podcast toutes les semaines durant cette saison NBA. Il y aura évidemment toutes les autres franchises et toutes les autres joueuses, mais on est toujours heureux d'avoir ce contingent qui se développe de plus en plus, que ce soit chez les hommes et là donc chez les femmes, où c'est toujours un plaisir de les suivre sur la scène, bah, la plus grande scène qui est cette ligue WNBA. Je pense qu'on est pas mal, messieurs, pour cet épisode-là. Plutôt En tout bien. cas, on essaye d'être le plus complet possible pour donner à nos auditeurs et nos auditrices, bah, par rapport au niveau d'information qu'on a aujourd'hui, parce qu'on n'est pas à C'est l'abri ça. qu'il y ait encore une ou deux signatures, mais par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on a essayé d'être le plus exhaustif possible avec toutes nos Françaises qu'on va voir sur les parquets. On n'en a jamais eu autant, on n'a jamais eu autant sur des rôles. On attend ça avec beaucoup d'impatience. C'est ça. Et on attend aussi surtout le début de la saison qui arrive donc pour le 8 mai. Et bah, qui dit début de saison dit, messieurs, preview de la saison WNBA 2026. Preview qui arrivera donc la semaine prochaine. C'est le prochain épisode. Voilà, comme ça, on vous lance le petit teasing. On sait que c'est toujours un moment important de pouvoir un petit peu se lancer sur les équipes, les projections, les pronostics. On sait aussi que la plupart du temps, ça peut se casser la gueule, mais c'est aussi le jeu et le sel de ces previews-là. Donc, J'espère que nos auditeurs et auditrices n'ont pas suivi ma preview sur les Lakers sur le podcast NBA. Sinon, ils sauront qu'évidemment, sur les pronostics, il faut peut-être pas toujours écouter ce que je suis en train de dire. c'est ça. Donc, on va vous proposer ça la semaine prochaine avec on fera pas une preview globale de toutes les équipes. Ça va être un petit peu long, un petit peu compliqué en termes de planning et d'organisation, mais on va faire du focus sur certaines équipes. On va essayer d'aborder les marchés sur lesquels nous, on pense qu'il va y avoir le plus d'intérêt et le plus de possibilités de les voir aller loin. Après, on sait toujours que les saisons WNBA sont pimentées, qu'il y a des surprises, comme dans tous les sports, évidemment. Mais la preview de la saison 2026, ça arrive donc la semaine prochaine, certainement avec ces messieurs, normalement. Exactement. On sera là Avec et en plaisir. forme. Bah, j'espère que vous serez là parce que ça serait con d'avoir fait les 3-4 premiers épisodes et de pas être là pour la preview. Après, On sera là en forme avec les Lakers au second tour. exact. Bah oui, c'est ça. D'ici là, il y aurait eu un sweep des Houston Rockets. Ricardo sera banni du En podcast PLS. NBA pour une analyse pas du tout fine de ce match-up-là. Non, on taquine évidemment. On va vous souhaiter en tout cas une bonne semaine basket. Profitez bien de ces playoffs NBA qui se poursuivent. On aura un prochain podcast qui arrivera. On va vous laisser, là, promis, quelques jours de repos avec N1 pour recharger vos batteries. Allez écouter aussi les autres podcasts. Tom, il y a ta preview d'1h30 des playoffs en intégralité avec Quentin, avec Shai de Rivers Basket Session, où vous faites en fait tout simplement, vous donnez l'avenir aux gens et vous dites qui est champion, qui passe le premier tour. Et je sais que toi, Tom, tu as une analyse bien plus fine, en tout cas sur les Lakers, que Ricardo. Alors, très honnêtement, ce qui est très rigolo, c'est qu'après 2 matchs dans quasiment toutes les séries, pour le moment, on est ultra bien aligné avec nos Bah pronos. oui, évidemment, évidemment. Donc, bon, après, ça va se casser la gueule ce week-end, mais en tout cas, pour le moment, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Bon, on prend ce qu'il y a à C'est prendre, moi- évidemment. C'est là où on voit la différence entre les experts et les supporters. C'est les Les supporters. experts et les escrocs. Exactement. Exactement. Très bien. Très, très bon mot. Donc voilà, donc vous avez la chaîne Coast to Coast. En plus, là, Tom, t'es pas loin d'arriver au cut des 1000 abonnés, là. Donc, allez-y, foncez, allez liker, tout ça, partagez ça. Ça fait toujours plaisir et on salue le travail, évidemment, de ton travail, celui de Quentin. Vous faites ça toutes les semaines et c'est un réel bonheur de vous suivre. Et donc voilà. Nous, on vous laisse un petit peu tranquille avec N1. On vous retrouvera évidemment
la semaine prochaine pour le basket WNBA et NBA. Donc d'ici là, bonne journée, bonne semaine à vous et kiffez tous. Allez, à plus tard, ciao. Ciao.